Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 19 mai et à la une de cette édition, la visite surprise de la ministre des Outre-mer à Mayotte. Annick Girardin est arrivée ce matin à bord d'un avion spécialement affrété par l'État. Avec elle, plusieurs tonnes de fret et du matériel médical, dont 9 respirateurs. Une visite pour mieux comprendre les problématiques du territoire à travers plusieurs séquences sur le terrain. L'occasion aussi de faire un point sur la situation réelle avec les différents services de l'île. Paul-Arthur Avit a suivi le convoi ministériel tout au long de la journée. Reportage. Pour ce premier jour de visite sur l'île aux parfums, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a rencontré ce matin les représentants des différents services de l'île. Une réunion tenue dans la salle de conférence du lycée nord de Mamoudzou, l'occasion de faire un point sur la situation des différents services et surtout se rendre compte de la réalité du terrain. Il était important pour moi de venir à Mayotte. C'est Mayotte qui connaît aujourd'hui l'épidémie la plus croissante et je souhaitais venir effectivement aux côtés des Mahorais pour évoquer les questions sanitaires, les questions éducatives, les questions sécuritaires, les innovations, féliciter ceux qui se sont impliqués. Je visiterai bien sûr le CHM tout à l'heure, ceux qui étaient en première ligne, les remercier de vive voix, mais aussi tous ceux qui sont derrière, qui tiennent le territoire, qui ont fait que sur tous les domaines, dans tous les domaines, il y a eu une organisation depuis le début du confinement ici sur le territoire. Une visite qui a allure de message de soutien. La MOM a profité du moment d'interview pour faire le point sur la possible réouverture des vols vers et depuis Mayotte. Moi j'ai un objectif pour tous les territoires d'outre-mer. Cet objectif, c'est de permettre au moins au tourisme affinitaire de se faire cet été, en juillet et août. Ce sera peut-être pas possible dans tous les territoires, mais c'est l'objectif que je recherche, territoire par territoire, avec l'ensemble des compagnies aériennes qui desservent les territoires ultramarins. Un objectif qui n'est pas près d'être atteint sur Mayotte. Mayotte étant par ailleurs le seul département de France à distribuer gratuitement des masques à la population, Annick Girardin a profité de sa venue pour visiter une manufacture de masques. La ministre des Outre-mer a tenu à rappeler l'importance des gestes barrières pour atteindre cet objectif et le fait de porter des masques made in Mayotte. Le port du masque, c'est pas obligatoire, mais portons-le partout dans l'espace public. Et d'ailleurs, il est fabriqué ici à Mayotte. On peut donc avoir une fierté à porter un masque mahorais. Et puis, n'oublions pas que le masque, ça ne protège pas de tout, hein, et que la meilleure des protections, c'est les gestes barrières. C'est le maître que nous avons entre nous. Hein. C'est le fait qu'on ne se serre pas la main, qu'on ne se touche pas, qu'on utilise du gel en permanence. C'est ça qui fera, c'est ça qui fera que Mayotte gérera cette crise comme d'autres ont réussi à la contenir et que nous pourrons parler de déconfinement plus important et de déconfinement extérieur puisque c'est aussi souhaitable. Après sa visite de la manufacture de masques, la ministre a déambulé dans le CHM pour visiter les différents services touchés par la crise comme la réanimation ou le service des Evassan. La ministre en a profité pour faire le point sur l'avion sanitaire attendu à Mayotte. Cet avion sanitaire, on en a besoin. On en a besoin tout simplement parce qu'il faut pouvoir évacuer davantage et de manière régulière et organisée dans les 3 mois qui viennent. On est passé de 100 évacuations à une capacité de 150 accueils à La Réunion. Il faut se féliciter de cette solidarité régionale. Je parlais tout à l'heure de la solidarité nationale, mais il y a aussi une solidarité régionale. Il faut s'en féliciter. C'est un avion qui sera là pour 3 mois pour l'instant. Je crois que c'est important aussi de doter l'hôpital des moyens qu'il faut, enfin le CHM, des moyens qu'il faut pour lutter contre ce fléau, mais nous savons aussi qu'il y a la dengue et nous savons aussi qu'il y a le quotidien. Des moyens matériels arrivés avec elle ce matin à bord de l'avion, un sujet qu'elle n'a pas hésité à mettre en avant auprès des soignants pour les rassurer sur la situation. Puis ici, avec des gens qui sont en première ligne, des soignants, au labo, les accompagnants, eh bien, leur dire qu'on est à leur côté, leur dire que beaucoup de matériel sont déjà arrivés, mais d'autres sont arrivés avec moi. Et un autre avion vient de se poser avec du matériel. Demain, un autre avion viendra aussi, on donnera le détail de ce qui est arrivé sur le territoire en 3-4 jours. Je crois que c'est important de montrer que l'État est aux côtés de Mayotte, l'a toujours été d'ailleurs, mais encore plus fortement ces derniers jours, de manière à être au bon niveau pour gagner ce combat. La ministre est ensuite partie à la rencontre d'un médecin libéral et visiter un laboratoire privé traitant les tests Covid. Vous pourrez retrouver demain matin à 7h la ministre sur le plateau de la matinale.
Et la ministre l'a annoncé, les étudiants mahorais pourront rentrer dans les prochaines semaines et bénéficieront eux aussi des tarifs préférentiels. Ce matin, nous recevions le président de l'association des étudiants du centre universitaire de Dembéni. Depuis le début de la crise, l'association suit de près les étudiants mahorais, parmi lesquels certains sont en situation d'isolement en métropole. Je vous propose d'écouter justement Saïd Mohammadi lors de la matinale de Poésie. Pour ce qui est des étudiants en métropole, nous échangeons régulièrement avec certaines fédérations d'étudiants de mahorais en métropole, mais également pas que les étudiants mahorais. Nous échangeons également avec d'autres fédérations des étudiants. Ils se portent mieux, en tout cas qu'au début du confinement. Nous avons quand même certains étudiants qui sont en isolement, en détresse, qui malheureusement, compte tenu de la situation sanitaire, mais également économique qu'ils ont, ils ont beaucoup de lacunes, beaucoup de difficultés. C'est vrai qu'on n'était pas forcément préparé à ce que cette année il y ait cette crise sanitaire, ce qui explique quand même beaucoup de désagréments et beaucoup de problématiques, mais avec la solidarité nationale qui s'est constituée autour des associations étudiantes, que d'ailleurs je félicite pour le travail qui est accompli depuis plusieurs mois, il y a quand même une bonne mobilisation. Nos étudiants, en tout cas les associations étudiantes, mais d'autres regroupements d'étudiants font en sorte à ce qu'ils prennent contact régulièrement avec les étudiants. On essaie d'identifier ceux qui sont en isolement. On essaie d'apporter du mieux qu'on peut des solutions aux étudiants mahorais, mais également d'outre-mer. Et pour le moment, la solidarité, en tout cas, continue son jeu. Et l'une des issues possibles à cette crise est bien connue, un vaccin contre le Covid-19. Une centaine de laboratoires à travers le monde rivalisent d'efforts pour produire ce vaccin. Parmi eux, la société américaine Moderna vient d'annoncer des résultats préliminaires mais encourageants. La première étape de son essai clinique semble susciter une réponse immunitaire chez les 8 volontaires. Des essais à grande échelle sont prévus en juillet. Je vous propose d'en apprendre davantage avec nos confrères de TF1 qui se sont penchés sur cette annonce. Cette annonce est à prendre avec beaucoup de pincettes. L'essai clinique de ce laboratoire concerne un tout petit nombre de patients, 8 volontaires seulement pour ce vaccin expérimental qui a semblé susciter une réponse immunitaire. Mais il s'agit de résultats préliminaires. On n'en est qu'au début de la phase 1 de ces essais cliniques qui, vous le voyez, en compte 3 au total. Il devrait inclure normalement 10 000 personnes. Alors même si les délais se sont considérablement raccourcis au nom de l'urgence sanitaire, le chemin vers un vaccin est long et il en va de la sécurité des patients. À ce jour, seuls 12 essais cliniques ont débuté chez l'homme et Moderna est bien décidé à faire la course en tête. L'entreprise dirigée par un Français, Stéphane Bancel, annonce que la dernière étape devrait commencer dès le mois de juillet et affirme que si tout se passe bien, son vaccin sera disponible pour le grand public dès le mois de janvier prochain. Puis on l'imagine, c'est la concurrence aussi entre les laboratoires. Alors, ces annonces fracassantes, en tout cas, elles plaisent aux investisseurs, Julien. Eh oui, ces annonces, ces résultats ont déclenché une envolée du titre Moderna en bourse jusqu'à $80. Vous le voyez, l'action de cette entreprise, créée il y a seulement 10 ans, elle a plus que quadruplé depuis le début de l'année. Elle a même fait s'envoler l'indice Dow Jones de près de 4%. Mais certains, comme le Wall Street Journal, invitent à la plus grande prudence. Moderna n'a encore aucun médicament sur le marché et a actuellement une valeur en bourse d'environ 30 milliards de dollars. Rien ne peut pourtant indiquer aujourd'hui si ce laboratoire parviendra à décrocher le Graal d'un vaccin. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment le dépôt de plainte de la mairie de Mamoudzou ou encore la phase d'admission de Parcoursup qui débute. Au montage, Leslie Vimonet. La ville de Mamoudzou assiste depuis plusieurs semaines à une recrudescence des dégradations des biens publics. Ainsi, dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai 2020, au moins 3 individus s'en sont pris à la caméra de vidéoprotection située sur le rond-point du stade à Cavani. La base du mât a été sectionnée à l'aide d'une tronçonneuse afin de dérober l'ensemble mât et caméra. Dans un communiqué, le maire condamne avec la plus vive fermeté cet acte malveillant dont les dommages s'élèvent à plus de 10 000 € pour la collectivité. La caméra a enregistré des images de la scène avant d'être mise hors d'usage. Ces images pourront être utilisées par les enquêteurs pour l'identification des auteurs. La mairie de Mamoudzou s'est constituée partie civile et a déposé plainte le 16 mai 2020 auprès du procureur de la République. Les auteurs risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
Dans un communiqué, le conseil départemental affirme que le comité de pilotage Covid-19 du département a identifié l'enjeu du déconfinement dès le 9 avril où une réflexion sur la stratégie à adopter a été enclenchée. Ce dimanche a donc débuté une vaste opération de désinfection des locaux départementaux afin de permettre une reprise sereine pour les agents en présentiel. Cette mesure qui permettra la désinfection de l'ensemble des bâtiments complète l'augmentation des effectifs dédiés aux ménages, des protocoles d'hygiène et de sécurité au travail. Selon le département, la désinfection approfondie et régulière est programmée dans le respect des règles et des devoirs de protection des agents départementaux. Les agents chargés de l'hygiène vont être dotés de 3 blouses en coton, des gants, des chaussures fermées et des masques en tissu. 100 thermomètres, 200 combinaisons, 100 lunettes de protection, 400 surchaussures et 200 charlottes ont récemment été acquis. Parcoursup entre dans la phase d'admission. Les élèves recevront les premières réponses à partir de ce mardi 19 mai 2020. La phase d'admission fonctionne en continu. Chaque matin, les dossiers des candidats sont actualisés. Chaque fois qu'un candidat fait un choix entre plusieurs propositions d'admission, il libère une place pour un autre candidat qui souhaite également suivre cette même formation. La situation de chaque candidat évolue donc au fil des jours. Lorsqu'une proposition d'admission est faite par une formation, les candidats reçoivent une alerte le matin dans leur messagerie personnelle, dans la messagerie contact, intégrés à leur dossier Parcoursup ou sur leur portable par SMS et via l'application Parcoursup préalablement téléchargée. Les candidats doivent impérativement répondre dans les délais à chaque proposition d'admission reçue pour ne pas la perdre. Du 19 mai au 23 mai, le candidat a 5 jours pour répondre à une proposition d'admission. À partir du 24 mai et jusqu'au 15 juillet, le délai de réponse passe à 3 jours. Et parlons d'économie avant de clore cette édition et d'agriculture plus précisément. Ce matin, nous recevions le directeur de l'entreprise Greenfish qui est spécialisée dans la valorisation des produits locaux. La société travaille dans la région, notamment à Madagascar, afin d'offrir à Mayotte des produits locaux et régionaux. Problème entre la crise liée au Covid-19 et les lourdeurs administratives, l'avenir s'annonce complexe. Au montage, Leslie Vimonet. Arbres fruitiers, café, vanille, l'entreprise Greenfish produit et transforme à Mayotte et dans la région. Néanmoins, son directeur fait face au manque d'ambition quant au développement de l'agriculture locale. Le problème qui se pose aujourd'hui à Mayotte, c'est qu'on n'a pas imaginé l'agriculture comme étant une industrie. C'est-à-dire que moi, ce que je reproche justement à notre vision politique aujourd'hui à Mayotte, c'est que globalement, on est en train de penser effectivement il faut qu'on produise parce que la population a besoin de manger de la banane, du manioc. Mais ce qu'il faut imaginer aujourd'hui, c'est que la transformation, c'est ce qui permet vraiment de vivre et de gagner de l'argent. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans l'instantané, vous n'êtes pas à l'abri des pandémies, des problèmes climatiques, tout ça. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Donc ce qu'il faut, c'est que imaginer l'agriculture autrement, mettre en place les moyens pour qu'on ait vraiment une vision en termes industriels. C'est-à-dire qu'on ait aujourd'hui à Mayotte des outils pour la transformation. On ait les emballages, des bocaux, et vraiment qu'on puisse travailler. Nouridine Hakim mobilise 100 hectares dans la région de Diego à Madagascar. Problème avec la fermeture de l'aéroport, le travail de plusieurs années est en train de partir en fumée. Je ne suis pas allé à Diego depuis 4 mois. Donc c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui je suis en train de perdre tout ce que j'ai investi là-bas et parce que je peux pas y aller, il y a le confinement. Donc deuxième chose, c'est que on a vécu depuis le début de l'année des problèmes météo. Donc il y a eu beaucoup de fortes pluies, donc des inondations, des dégradations. Donc tous les gros programmes que je lançais cette année justement pour répondre à ces besoins de marché local, parce que le marché local mahorais aussi est en train de se développer. Je suis en train de mettre en place des réseaux de distributeurs. Il y en a de plus en plus d'ailleurs qui m'en demandent. Plus cette possibilité tendue par justement les partenaires locaux, les départements et les autres, qui nous permettent aujourd'hui de travailler avec la métropole et le reste du monde. Donc effectivement, nous avons cette pandémie qui est très compliquée parce que Mayotte est quand même classée en zone rouge. Donc c'est compliqué, mais il va falloir qu'on trouve quand même une gestion intelligente de cette crise pour qu'on arrive à travailler. Parce que les conséquences, à mon avis, si je ne peux pas y aller là dans les prochaines semaines, je dirais mois de juin, ça veut dire que je perds quasiment une année. Il me faudra carrément fin 2021 pour me remettre. En parallèle de cette crise, le travail de coopération régionale fait face à d'importantes lourdeurs administratives et aux exigences de la grande distribution qui s'approvisionne peu dans la région. Aujourd'hui, les décisions sur le plan législatif sont prises à Paris avec des personnes qui décident pour Mayotte et qui ne connaissent pas la proximité qu'on a avec les régions voisines, qui sont à 45 minutes d'avion, qui sont à 1 heure d'avion, où il y a une urgence. Aujourd'hui, on va chercher des carottes en Australie. Par exemple, les carottes que vous mangez à Mayotte, alors qu'on peut les prendre à Madagascar. L'année dernière, quand je suis venu au plateau, je vous ai proposé. On avait lancé
un programme de carottes à Madagascar. Mais vous savez, la fameuse carotte a été refusée ici, alors qu'on n'avait pas de pesticides, on n'avait pas de fertilisants chimiques. Pourquoi elle a été On n'avait refusée ? rien. Pourquoi ? Parce qu'elle ne correspond pas aux standards de la grande distribution. En fait, ce qu'il faudrait aujourd'hui à Mayotte, c'est qu'un vrai réseau parallèle à la grande distribution. Je ne combats pas la grande distribution, mais il va falloir vraiment pousser ces gens-là à ce qu'ils considèrent la production locale et de l'autre côté régionale, parce qu'on a des choses qu'on peut produire à côté. Si on arrive à travailler de façon intelligente avec Madagascar, on verra justement les retombées. Pourquoi ? Parce que ça va aider des populations à avoir du travail, à vivre mieux peut-être, infléchir sur cette problématique d'immigration clandestine aussi. Développer l'agriculture dans l'océan Indien représente en effet l'un des moyens d'offrir aux populations régionales un moyen de subsistance. À l'issue de cette crise, il apparaît évident qu'il faudra se mettre autour d'une table et repenser plusieurs secteurs, à commencer par l'agriculture. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Et demain dès 7h, ne ratez pas l'interview de la ministre en direct dans la matinale de Kwesi. D'ici là, restez chez vous. Excellente soirée sur KTV.